Bonjour à tous et à toutes. On va commencer. Donc on va commencer par se présenter. Donc je suis Paul Cobé, responsable du département des édifices cultuels et historiques de la sous-direction du patrimoine et de l'histoire de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris. Et Véronique Mélambe, responsable de la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles. Après, ça se décline pareil, sous-direction du patrimoine et de l'histoire, direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Donc, Rien que merci ça. chef. Donc on va vous faire un exposé sur la maîtrise d'ouvrage public telle qu'on la pratique à la ville. Là, la conférence s'intitule Patrimoine cultuel, puisque notre patrimoine est essentiellement relatif aux édifices de culte, mais pas uniquement. Mais bon, ce qu'on va vous dire là est vrai aussi pour le patrimoine ou la statuaire civile. Donc c'est une conférence qui s'adresse au grand public, même s'il y a des têtes connues dans la salle. Les autres maîtres d'ouvrage publics ou les maîtres d'œuvre ou les entreprises avec qui on travaille, je pense, se reconnaîtront dans ce qu'on va expliquer. Donc, il nous a quand même semblé essentiel de redéfinir pour tout le monde ce qu'était la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en mettant des petites définitions, parce que lorsqu'on n'est pas du métier, si on veut dire, ce n'est pas une chose évidente. Donc, en gros, pour résumer, la maîtrise d'ouvrage, là, dans ce cas, c'est la ville de Paris, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes porteurs d'un besoin. Nous avons des projets, des objectifs, des budgets, des temps pour les réaliser. Et nos projets, à travers nos projets, nous représentons aussi les Parisiens et voilà, les Parisiens qui veulent voir ce patrimoine entretenu et restauré. Et nous pouvons agir soit directement lorsqu'il s'agit de petits chantiers, entre autres, vous le verrez, pour la restauration d'œuvres, mais sinon pour l'architecture et entre autres pour le département de Paul, on a beaucoup plus recours à une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'entité qui va être retenue par le maîtrise d'ouvrage pour réaliser cet ouvrage. Donc très souvent, dans le cadre de l'architecture, c'est un architecte en chef des monuments historiques qui va donc entièrement gérer le projet, puisqu'évidemment, il a des compétences techniques que le commanditaire n'a évidemment pas forcément, et il va donc gérer entièrement le projet. Ça peut sembler très logique, ça donne parfois des articulations qui ne sont pas si évidentes que ça, d'autant plus qu'on est obligé de passer par le code des marchés publics et que des fois on peut avoir des surprises entre dans la manière de se déroulent les choses. Donc vous avez un petit schéma humoristique qui ne nous concerne pas directement, mais qui s'appelle de la difficulté de bien se comprendre entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, à gauche, vous avez le produit que nous voulons commander, ce dont l'utilisateur a vraiment besoin, mais évidemment, il faut passer par une phase de transcription où il faut expliquer ce qu'est ce projet. Donc, vous voyez que ça devient un peu flou, parce que c'est parfois difficile de décrire toutes ces opérations. Donc, avec des roues, un guidon, une benne rouge, pratique et pas cher. Pas cher, il y a toujours. Évidemment, il y a ce que la maîtrise d'œuvre va comprendre. Et puis, il va falloir qu'elle-même, elle le retraduise pour ces entreprises. Et il va y avoir ce que le prestataire va comprendre. Et finalement, le produit qui est développé, qui bien sûr a quand même des roues, qui est rouge, pratique et sûrement pas cher, mais qui finalement ne correspondait pas tout à fait au projet initial. Bon, c'est un petit peu, une petite touche d'humour qui, je vous rassure, ne correspond pas du tout à notre quotidien, où on n'a pas un résultat si différent de ce que l'on commande. Mais c'est pour comprendre qu'il y a beaucoup d'étapes, c'est pour ça qu'on est obligé, on veut vous montrer aujourd'hui beaucoup d'étapes, beaucoup de... Enfin, vous allez comprendre à travers notre quotidien et tout ce qu'on développe pour y arriver. Voilà, donc avant d'avancer, une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi la ville en fait se retrouve à entretenir des édifices de culte et donc essentiellement des églises. Donc là, vous avez un petit rappel des dates clés. Ça part donc de la Révolution avec la nationalisation des biens du clergé jusqu'à la loi de 1905. Aujourd'hui, on travaille vraiment dans le cadre de cette loi, donc avec la ville propriétaire de murs, de mobilier, d'œuvres et des affectataires cultuels qui exploitent ces édifices, et donc une relation, parfois on compare propriétaire-locataire, c'est pas exactement similaire, mais on se retrouve un petit peu dans ce cadre de figure.
Donc le patrimoine géré par nos deux services représente 96 édifices, un petit peu plus si on compte les édifices civils. Là vous avez l'église Saint-Méry qui est représentée. 130 orgues, puisque dans ces églises on retrouve des orgues et souvent on en retrouve deux, donc un grand orgue de tribune et un orgue de chœur. Et 80 000 œuvres qui comprennent, alors là pour le coup, les œuvres... Oui, les peintures, les sculptures, tous les objets liturgiques, les vêtements liturgiques, l'orfèvrerie, les peintures murales, les vitraux, voilà, ça fait beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc là, vous avez une carte qui représente les édifices de culte appartenant à la ville de Paris sur le territoire parisien. Donc vous voyez que elles sont disséminées un petit peu dans tous les arrondissements, bon évidemment davantage dans les arrondissements centraux. C'est un patrimoine qui est en grande majorité protégé. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir 51 édifices classés monuments historiques, 15 inscrits, d'autres qui sont protégés au titre du PLU. Et une répartition des cultes, donc majoritairement catholiques, 9 églises protestantes et 2 synagogues. À droite, vous avez les périodes de construction de ces édifices. Donc vous voyez qu'on a une répartition de l'époque médiévale jusqu'à la moitié du XXe siècle, puisque je pense que notre église la plus récente, c'est Saint-Éloi, qui vient de fêter ses 50 ans. Alors, pour la cohorte, il faut rajouter également le domaine du décor et de la statuaire civile. 850 œuvres qui sont réparties en places publiques, dans les parcs et jardins, au croisement des rues, et qui sont importantes parce que c'est vraiment le témoignage de notre histoire et de notre mémoire. Et puis une réserve que vous voyez à droite, avec environ 1500 sculptures en réserve, un grand nombre de peintures aussi dont on ne parle pas aujourd'hui, et entre autres qui ne sont évidemment pas toujours exposables en place publique, puisque ce sont très souvent les modèles préparatoires en plâtre qui ont précédé la réalisation de ces monuments, qui évidemment sont en bronze, en pierre. On nous demande souvent pourquoi on ne replace pas ce patrimoine, mais parce que quand c'est du plâtre, on ne peut pas le mettre évidemment à l'extérieur. Ce sont des travaux préparatoires, mais très importants pour l'histoire de l'art. Voilà, donc là vous avez 2 petits schémas qui représentent le rôle du maître d'ouvrage. Donc évidemment, comme toute chose dans la vie, c'est un éternel recommencement. Donc pour la partie édifice, voilà comment on procède en fait pour établir nos priorités et les opérations que l'on va traiter. On commence par faire un état de notre patrimoine, un état général qui va concerner donc le clos et couvert, sachant qu'on a des édifices qui peuvent être dans un état très très différent, avec certaines parties restaurées récemment et d'autres en très mauvais état, ou parfois des édifices dont la maçonnerie va être très en mauvais état, alors que le décor intérieur aura été restauré il y a quelques années. Donc ce constat d'état, il est le fruit en fait d'une histoire des restaurations précédentes. Donc pour faire cette évaluation, on l'a fait à partir de notre connaissance des édifices ou d'études d'évaluation qu'on va commander à des maîtres d'œuvre. Une fois ce constat d'état réalisé, on va essayer de déterminer les priorités d'intervention. Donc là, on peut le faire il va falloir croiser plusieurs angles. Avec une vision qui peut être qualifiée peut-être d'objectif, donc ça peut être une poursuite de programmes pluriannuels de restauration sur un édifice, donc là on va s'inscrire dans une continuité. Ça peut être des priorités sanitaires, puisqu'on sait que tel élément est en train de tomber en ruine, donc il faut intervenir rapidement. Ça peut être des questions de sécurité pour le public. On a quelques édifices qui sont sous filet ou avec des pierres qui tombent régulièrement, donc celles-ci on va les faire remonter dans la liste des priorités. Et puis parfois, enfin même pas parfois, tout le temps, il va y avoir des facteurs un petit peu plus subjectifs. Donc ça peut être simplement le plan de charge de nos équipes, puisqu'on a des équipes qui sont limitées, donc il faut répartir le travail. Et puis ça peut être également des décisions politiques. Vous savez que Paris est constitué de 20 arrondissements. Il faut parfois équilibrer un petit peu les opérations sur le territoire. Donc voilà, en tenant compte de tous ces facteurs, on va faire une liste de priorités. À partir de là, on va présenter le budget au Conseil de Paris pour qu'il soit voté. Et donc là, on rentre dans le cadre quand même, aujourd'hui, on est très très inscrit dans le rythme politique. C'est-à-dire qu'on travaille sur des mandatures.
donc avec un programme qui est déterminé, là on parlera tout à l'heure du plan d'investissement de la mandature, qui est déterminé en début de mandature, à réaliser dans ce cadre-là. Et bon, on n'arrive pas toujours à respecter ce calendrier qui voudrait que les opérations lancées en début de mandature soient livrées à la fin. On n'est pas du tout là-dessus, on a systématiquement des décalages. Donc on verra qu'en fait, le plan d'investissement, il est constitué d'opérations qui se terminent de la mandature précédente et d'autres qui commencent et qui continueront sur la mandature suivante. Et après, eh bien, évidemment, première étape, on fait réaliser plutôt par les architectes les études et la conduite des travaux à la suite. Alors sachant que ces deux petites bulles, eh ben, elles sont très longues, puisqu'aujourd'hui, on est tenu de respecter le code des marchés publics. Donc à chaque étape, il va falloir mettre en concurrence les entreprises, passer les marchés qui vont bien. Et alors c'est le cas en particulier pour déterminer les maîtres d'œuvre avec qui on va travailler. Depuis quelques années maintenant, même sur les édifices classés, on est tenu de mettre en concurrence les architectes. Donc les architectes en chef des monuments historiques n'ont plus sur nos édifices une compétence territoriale. Donc voilà, on a une étape qui peut être très très longue dans la désignation et des architectes et des entreprises. Alors pour ce qui est de la coarque et donc des objets mobiliers, notre travail commence évidemment par le fait d'en dresser un inventaire et de faire périodiquement des récollements. Les récollements sont faits dans les édifices cultuels à chaque changement de curé. Le récollement consiste de toute façon il y a une petite diapositive un peu plus loin, en le fait de vérifier la conformité des œuvres par rapport à cet inventaire, si elles sont toujours en place, de vérifier leur état. Justement, ça permet de faire le point sur les restaurations à faire. Et puis d'enrichir un petit peu cet inventaire d'un point de vue documentaire. Donc si on trouve des œuvres à entretenir, à restaurer, on va pouvoir déclencher des processus de mise en œuvre de la restauration. Et lorsque ce sont évidemment des objets qui sont classés ou inscrits au monument historique, on le fait en accord avec la DRAC pour bien veiller à la bonne conduite de ces opérations dans les règles à la fois de déontologie et en respect du Code du patrimoine. Ces restaurations peuvent être parfois très prestigieuses et il nous appartient aussi de les valoriser, tant pour les paroissiens que pour le public. Et puis, ça sert souvent, la restauration va être une phase qui va permettre de les documenter. Et nous rappelons que là où nous sommes situés, donc dans le 18e, à Métropole de la Chapelle, nous avons une documentation ouverte au public dans laquelle nous conservons tous les dossiers de ces œuvres et qui sont donc tout à fait accessibles. Voilà, donc à titre d'illustration, là je vous ai sorti quelques extraits de documents d'études pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, il s'agit de l'opération de restauration des toitures de l'église du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement qui est menée par un groupement dirigé par Pierre-Antoine Gatier. Donc c'est volontaire de ma part de vous montrer les couvertures puisque c'est un élément qu'on ne voit pas, dont on se doute généralement pas de l'état, bon, sauf évidemment quand ça a des conséquences sur les décors intérieurs ou quand il commence à y avoir des fuites un petit peu partout. Mais voyez un petit peu dans quel état peuvent être des éléments qu'on ne voit pratiquement jamais ou qu'on peut même avoir des difficultés, même pour nous, à voir puisqu'ils sont parfois totalement inaccessibles. Un autre exemple, là, c'est pour vous montrer un petit peu également comment on travaille. Là, c'est l'église Saint-Joseph des Nations. Donc là, c'est le constat d'état, puisqu'on réalise systématiquement un constat d'état détaillé du périmètre opérationnel. Donc ça se présente souvent sous forme graphique et il sera suivi de propositions de restauration qui reprendront justement les mêmes plans. Voilà, et là c'est pour une petite illustration, puisque quand même on est au Salon du patrimoine, donc c'est pour le plus important et peut-être le plus plaisant à suivre, ce sont les travaux, puisque ce sont la concrétisation physique, matérielle de tout le travail qu'on aura pu faire précédemment. Donc voilà, quelques images pour illustrer les opérations récentes. Alors, un petit mot pour dire que tout ça, évidemment, n'est pas simple, puisque on est au croisement de nombreuses contraintes pour
réaliser et arriver au terme de ces opérations. Donc là, vous voyez, c'est la façade sud du transept de l'église Saint-Eustache. Donc quelques exemples de contraintes qui peuvent s'imposer à nous. Donc déjà, il faut savoir qu'on travaille sur des sites occupés par des affectataires. Fermer une église, interrompre l'activité d'une paroisse pour réaliser des travaux, c'est extrêmement compliqué. Donc on essaie d'éviter de le faire systématiquement. Donc l'affectataire, évidemment, il a ses contraintes. Les cérémonies ne peuvent pas être interrompues. Il peut y avoir des enterrements, évidemment, sans que ce soit organisé longtemps à l'avance. Il a des problèmes d'accès, de sécurité. Enfin voilà, il faut tenir compte de tous ces éléments. Après, on a un partenaire qui est essentiel sur tous nos édifices protégés, c'est la DRAC, évidemment, donc qui assure son rôle, comme l'a dit Véronique, de contrôle scientifique et technique, qui participe à tout le suivi des études et des travaux, qui donne un avis ou qui valide même certaines étapes clés de l'opération, et entre autres qui donne l'autorisation de travaux quand on lui présente donc le projet, et qui a un rôle encore plus essentiel pour nous, c'est que c'est un rôle de financeur, puisque la DRAC peut financer jusqu'à 1/3 de nos opérations, donc c'est particulièrement important. Donc évidemment, la DRAC a son mot à dire sur nos opérations. Après, évidemment, comme toute opération, donc on a les entreprises et les maîtres d'œuvre. Je ne reprendrai pas le petit schéma qui vous a été présenté tout à l'heure, mais chacun apporte un petit peu ses contraintes. Une entreprise, surtout dans notre domaine, elle va faire dans les règles de l'art, mais son objectif aussi, ce sera de ne pas perdre d'argent, donc ça va être une petite contrainte supplémentaire. La DFA, donc ça c'est un sigle barbare, c'est un service de la ville, c'est la direction des finances et des achats. Donc c'est eux qui gèrent tous nos budgets et qui passent tous nos marchés. Donc eux, ils sont soumis au code des marchés publics. Donc code des marchés publics qui est parfois un petit peu en contradiction avec le code du patrimoine. Enfin bon, on a de longues discussions avec eux sur la désignation des maîtres d'œuvre et des entreprises. L'objectif de la DFA, ça va être de réaliser des gains financiers. Donc voilà, là encore, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Nous, on va chercher la qualité, eux vont chercher l'économie. Évidemment, on a aussi toujours des riverains ou la mairie d'arrondissement qui se fait le porte-parole des riverains, donc qui, eux, vont vouloir un chantier qui les gêne le moins possible, mais qui est évidemment un chantier qui se fasse quand même sans qu'il y ait de gêne pour eux. La direction de l'urbanisme de la ville ou la commission du Vieux-Paris qui, eux, vont veiller quand même à ce que notre intervention respecte le code de l'urbanisme, pour le coup. Donc, qui vont aussi nous donner des prescriptions. La direction de la voirie qui va s'intéresser à tout ce qui va être occupation du domaine public. Donc là, on va les rencontrer pour les installations de chantier, toutes les contraintes que vont poser les livraisons. La préfecture de police et les pompiers, évidemment aussi, qui eux vont s'intéresser aux questions de sécurité et de sûreté. Et puis on a des partenaires qui prennent de plus en plus d'importance, ce que sont la CRAMIF, l'inspection du travail, et l'OPP-BTP, qui, eux, vont regarder tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers sur le chantier. Et donc en ce moment, on a des sujets, alors ça peut être d'avoir un ascenseur dès qu'on dessert plus de 5 niveaux, ça peut être de 5 niveaux d'échafaudage, pardon. Ça peut être d'avoir des vestiaires qui sont plus grands, plus confortables, chauffés. Bon, tout ça va tout à fait dans le bon sens, donc on y souscrit tout à fait. Et puis là, en ce moment, il y a un sujet particulier, c'est le plomb. Le plomb sur les parements extérieurs des édifices, donc comment on le traite. Donc la CRAMIF ou l'inspection du travail n'ont évidemment pas du tout en tête les soucis de restauration du patrimoine. Leur focus, c'est vraiment le bien-être des ouvriers. Donc les contraintes que ça peut entraîner pour nous dans le cadre de restauration, avec des protocoles qui sont parfois pas toujours bien définis. Ils nous disent ça ne nous regarde pas, vous vous débrouillez, mais nous on veut que l'ouvrier soit bien protégé. Donc voilà, puis on a évidemment d'autres, les bureaux de contrôle, les coordonnateurs SPS, enfin voilà, on a tout un tas de personnes autour de ces chantiers qui ont un avis à donner, tout un tas de réglementations à respecter qui ne sont pas toujours en concordance, donc il faut faire avec tout ça pour avancer. C'était pas ça qu'on voulait mettre là. Non, c'est pas grave, on va le mettre là.
Bon, ça c'était un petit, qui n'a pas tout à fait à la bonne place, mais c'est pas grave, une petite diapositive qui vous montrait comment nos départements, enfin nos services étaient liés et expliquait aussi pourquoi des fois les chantiers semblent tant tarder. En effet, vous avez vu l'état parfois des toitures, ça peut entraîner des dégâts des eaux et quand des peintures murales sont abîmées, c'est pour vous faire comprendre qu'une peinture murale, ça ne se restaure pas du jour au lendemain. Donc, si une peinture se dégrade, on va d'abord, bien sûr, recevoir une alerte qui va souvent être de la part des paroissiens ou de la paroisse, qui va nous amener, qui va faire que, bon, nous, si une peinture murale est dégradée, on sait très bien que c'est derrière, il y a une fuite. La fuite, elle va être dans le mur, donc c'est vers nos collègues du DEC qu'on va se tourner, qui vont donc aller constater les dégâts. Ensuite, il va falloir vérifier la structure qui est derrière, parce que si la peinture souffre, c'est que le mur derrière, eh bien, il y a de l'eau. Ça va entraîner la commande d'un diagnostic pour définir la cause, évidemment, trouver d'où vient la fuite, d'où vient l'eau finalement, s'il y a un dégât de ce type, qui va entraîner une proposition de traitement pour régler le problème, et qui peut parfois être un traitement d'une grande ampleur, qui va nécessiter beaucoup de travaux, plusieurs années, des gros financements. Voilà, donc il faut trouver le financement. Évidemment, une fois qu'on a tout ça, il faut lancer le marché public. Un marché public, c'est plusieurs mois, presque un an. Puis réaliser la mise en œuvre et attendre que ça sèche. Voilà. Et un mur d'église qui sèche, ça peut être un an ou deux. Voilà. Donc pendant ce temps-là, la peinture a l'air de se dégrader et surtout, ça donne l'impression que nous ne faisons rien. Voilà. Donc derrière, à ce moment-là, nous, une fois que le mur est sec et que tous les travaux ont été faits, parce que vous comprendrez bien que rien ne sert de restaurer une peinture murale si on n'a pas stoppé le dégât des eaux qui est derrière, nous allons à notre tour lancer une étude en vue d'une restauration, faire une proposition de traitement, trouver un financement, lancer un marché public, faire la mise en œuvre, et en fait, c'est un éternel recommencement. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu cette chronologie d'étapes auxquelles on ne peut pas échapper, parce qu'elles sont à la fois du bon sens et à la fois liées à... Il faut laisser le temps au temps, surtout dans les édifices. Ils ont mis des fois plusieurs dizaines, voire une centaine d'années à se construire. Voilà, c'est pas toujours une temporalité qui est la même que la nôtre. Alors voilà la diapositive qui faisait suite à celle de Paul, qui était de montrer que nous aussi, nous avions une complexité parfois dans l'organisation de notre travail, mais qu'au bout d'un moment, on maîtrise tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, dès que nous, on a une restauration à faire liée, comme vous l'avez vu, sur un vitrail, une peinture murale, etc., on va être lié évidemment au DEC, au département des édifices cultuels et historiques. Mais, on vous l'a dit, la Coarc s'occupe également de la statuaire publique. Donc si c'est une sculpture qui est dans un parc, un jardin, au milieu d'un parterre, nous devons travailler avec nos collègues, ce qu'on appelle de la DEV, la direction, enfin le département des espaces verts et de l'environnement. Si c'est de l'art contemporain, nous devons évidemment travailler en collaboration avec nos collègues du Bureau des arts visuels qui ont fait réaliser la commande de cette œuvre contemporaine et la mise en place dans l'espace public. Si l'œuvre est en relation avec le tram, il faudra faire entrer en jeu la logistique des transports, la direction qui s'occupe des transports. Si l'œuvre est liée à un bâtiment civil, eh bien là, à ce moment-là, c'est la direction de la construction du patrimoine et de l'architecture que nous devons contacter. Si l'œuvre est sur la voie publique ou si nous allons poser un échafaudage sur la voie publique, nous devons à ce moment-là contacter la direction de la voirie et des déplacements pour demander les autorisations nécessaires. Si c'est une fontaine, il faudra arrêter l'eau, bien sûr, pour la traiter. Donc, il faudra prendre contact avec la direction de la propreté et de l'eau. S'il faut déplacer un monument public, on est obligé d'avertir évidemment la direction de l'urbanisme. Si l'œuvre est en relation avec un édifice ancien ou un site archéologique, eh bien, nous allons avertir nos collègues du département de l'archéologie, surtout s'il y a des fouilles à entreprendre, etc. S'il y a un chantier, évidemment,
de grande ampleur, il faudra aussi avoir la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection. Et puis, comme nous sommes liés au marché public, il y a évidemment la direction des affaires juridiques, la direction des affaires financières et des achats. Nous avons la chance de bénéficier de mécénat assez important pour les édifices cultuels. Donc, nous travaillons en relation avec notre collègue de la cellule mécénat. Et puis, lorsqu'il faut valoriser tous ces travaux, eh bien, il faut évidemment ne pas oublier de prévenir les services de communication et aussi la cellule mécénat qui travaille à la valorisation de nos travaux. Voilà. Donc tout ça est une organisation qu'on maîtrise au bout d'un moment, mais qui vous montre qu'on ne peut pas considérer une œuvre uniquement en regardant l'œuvre, son altération, en disant comment ça se fait que ce n'est pas fait tout de suite. Nous sommes beaucoup de partenaires à travailler ensemble autour des œuvres. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, je vous le disais, durant cette mandature, donc, nous suivons un plan d'investissement qui est de 80 millions d'euros pour la ville de Paris. Donc sur ces 80 millions, il y a 60 millions qui vont financer ce qu'on appelle des opérations individualisées. C'est des exemples qu'on verra après, ce sont des grosses opérations de restauration. Et 60 millions qui vont être plus sur du gros entretien, de la rénovation d'installations techniques, puisqu'on va s'occuper aussi de l'installation électrique, par exemple, des églises ou de leur chauffage. En plus de ces 80 millions, donc l'État, comme je vous le disais, nous verse des subventions sur les édifices protégés, donc qui pourraient atteindre 11 millions sur les opérations en cours. Et on recherche également d'autres sources de financement externe qui se développent énormément, à savoir les mécénats et les recettes liées à l'exploitation des bâches publicitaires sur des édifices. Donc là, on a réalisé récemment 3 opérations qui ont bénéficié de ces recettes. Et on en a peut-être quelques autres en vue. Donc voilà quelques exemples d'opérations réalisées dans le cadre de ce PIM. Donc je vais pas toutes vous les exposer, on va en voir quelques-unes après. Je vais revenir un petit peu dans l'ordre chronologique. Donc sur les opérations qui sont terminées, donc celles qui étaient déjà très engagées dans la mandature précédente et qui se sont terminées en début de mandature, donc la consolidation de l'église Saint-Germain-de-Charonne, qui a été une très grosse opération de reprise en sous-œuvre, et les façades sud de l'église Saint-Médard, qui ont également été restaurées. Plus récemment, des opérations qui bénéficiaient déjà des études, mais pour lesquelles on a lancé les travaux en début de mandature, donc la restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Augustin, sous la direction d'Étienne Poncelet, la façade du bras sud du transept de l'église Saint-Eustache, donc là c'est l'équipe d'Alain-Charles Perrault qui a suivi le chantier, et l'entablement est de l'église de la Madeleine, qui était sous-filé depuis de nombreuses années suite à des chutes de pierre. Donc là on a 3 opérations majeures qui sont terminées en début d'année 2018. Pas oublier donc les orgues, puisqu'on a une opération très importante de restauration du grand orgue de l'église Notre-Dame d'Auteuil qui vient de se terminer après 3 ans de travaux. Alors on pourrait faire toute une présentation sur les opérations, sur les orgues qui sont en elles-mêmes peut-être encore plus compliquées que les autres. Alors, dans les opérations récemment réalisées, cette année, il y a eu la restauration du Christ au Jardin des Oliviers qui vient de l'église Saint-Paul-Saint-Louis, un magnifique grand format de Delacroix, qui du coup a fait partie de l'exposition Delacroix au musée du Louvre, qui pour l'instant est parti se promener à New York, à l'exposition Delacroix, qui est une exposition qui circulait, donc qui est à New York, et qui, lorsqu'il reviendra au mois de janvier, eh bien, vous le retrouverez encore une fois à partir du mois de mai au musée du Petit Palais sur une magnifique exposition sur le Paris romantique dans lequel il sera encore mis à l'honneur. Et puis, la semaine dernière, nous avons raccroché, suite à sa restauration, la Vierge apparaissant à Saint-Jérôme du Guerchin dans l'église Saint-Thomas d'Aquin. Donc voilà quelques exemples de belles de restauration d'œuvres prestigieuses classées monuments historiques que nous avons pu suivre tous ensemble. Également, même s'il y a un cadre, c'est un cadre pris dans l'architecture, il s'agit d'une peinture murale et non d'un tableau, la Pietà de Delacroix, qui a également été restaurée fin d'année 2017, début d'année 2018, tout ça pour coïncider avec l'exposition du Louvre et que je vous engage à aller voir à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement.
Pour vous montrer qu'il n'y a pas que de la peinture, nous sommes sur un chantier au long cours des vitraux du charnier de l'église Saint-Étienne-du-Mont, où chaque année on arrive à faire restaurer un de ces magnifiques vitraux du XVIe siècle. Je vous ai montré ici l'état avant et après restauration d'une scène d'un de ces vitraux sur l'Arche de Noé. Et vous voyez la disparition des très nombreux plombs de casse, puisque les techniques de restauration ont évolué et qu'aujourd'hui on arrive à restaurer sans ces si nombreux plombs de casse. C'est ce qui permet de retrouver une grande lisibilité de la scène. Ou alors, il y a également la restauration de la statue de Sainte-Clotilde, de l'église Sainte-Clotilde par Eugène Guillaume, qui a été exposée au musée d'Orsay dans l'exposition qui s'est récemment terminée sur la sculpture polychrome au XIXe siècle. Donc là, vous voyez l'emballage et le transport de la statue dans l'église, qui part voilà son état avant restauration. Elle a été restaurée directement dans l'enceinte du musée d'Orsay. Voilà en cours de nettoyage. Donc, elle est de 1854. Nous sommes en 2018. Elle n'avait jamais été nettoyée. Donc, évidemment, on retrouve les couleurs d'origine. Et puis, à l'issue de l'exposition, elle est retournée dans sa niche. Et on avait profité pour faire restaurer le fond de la niche, avec l'idée qu'après on va restaurer autour, mais qu'on n'aurait au moins pas à rebouger la sculpture pour nettoyer ce qu'il y a derrière elle. Voilà, donc le deuxième train d'opération qui a démarré dans le cadre de la mandature. Donc pour ce qui nous concerne, la restauration des parements intérieurs de l'église Sainte-Croix des Arméniens, qui fait l'objet d'un mécénat important de l'éparchie. Donc là, on est dans une opération qui est financée à moitié-moitié par la ville et par ce mécénat. Alors je suis désolé, il y a beaucoup d'échafaudage puisqu'en fait on est en début d'opération pour les autres. Donc les façades sud du chevet de l'église Saint-Méry, là, les photos ne sont pas très parlantes puisqu'on est dans une petite cour intérieure, il n'y a pas du tout de recul, mais donc on a démarré récemment. Et la restauration du massif d'entrée de la Trinité. Non, je vais essayer de faire je ne sais pas si on va pouvoir voir. Il ne se passe rien. Bon, c'est raté. Je voulais vous montrer un petit film du montage de l'échafaudage. Donc là, cette opération, elle est un petit peu particulière puisque la ville a acheté l'échafaudage qui va servir à la fois à réaliser les études et après à réaliser les travaux. Et on se rend compte que c'était vraiment une bonne méthode et indispensable de procéder ainsi, puisque l'état des édifices, on ne le constate réellement qu'une fois qu'on a le nez dessus, c'est-à-dire une fois l'échafaudage monté. Donc ça va nous permettre de définir des protocoles avant de lancer les marchés de travaux et d'avoir une opération de restauration, j'espère, plus efficace que si on était parti directement sur les travaux en réalisant les études que depuis le sol. Alors, du tout, voilà, Sainte-Croix des Arméniens, les travaux ont entraîné la dépose des tableaux intérieurs. Et pour l'instant, nous sommes au début de la restauration des tableaux de la nef, qui sont des grands tableaux qui font environ 3,20 m de haut sur 2,60 m de large. Il y en a 8, je ne vous ai pas montré le 8e, qui a déjà été restauré dans le cadre de l'exposition Baroque des Lumières il y a 2 ans. Voilà, donc là, nous sommes sur une série de restauration dont une est commencée, celle du grand tableau d'Harry Scheffer représentant Saint-Louis et les pestiférés. Et là encore, c'est une magnifique campagne l'idée étant d'harmoniser à la fois la restauration de l'édifice et donc de l'intérieur de l'édifice et les tableaux qui sont dedans. Ce serait quand même dommage de raccrocher des tableaux sales et ça va permettre de reprendre les tensions des châssis, enfin de vérifier aussi un bon état des œuvres. Opération en cours, Saint-Germain-des-Prés, ont déjà été réalisées la restauration du chœur, la restauration du transept. Nous sommes actuellement sur la restauration de la nef. Donc vous avez ici, voilà, encore une fois, avec le nettoyage, comment on retrouve la couleur de ce ciel étoilé. Et puis, décor peints par Flandrin.
Hippolyte Flandrin et son frère Paul. Et là, vous avez, vous ne pouvez pas voir actuellement cette vision prise de l'intérieur de l'échafaudage, puisqu'en raison des problèmes de plomb, l'échafaudage est entièrement bâché à l'extérieur, donc vous ne voyez pas du tout ce qui se passe dedans. Donc voilà, on vous le montre aujourd'hui, ce qui se passe dedans, et vous voyez les restaurateurs au travail, en train à la fois de nettoyer et de reboucher les petits manques et de restituer. Voilà. Voilà, donc après une petite liste de la suite. Donc on a encore 3 opérations qui démarrent en fin d'année. La restauration des toitures et des façades de l'église Saint-Louis-en-Lille, la restauration des toitures de l'église Saint-Philippe-du-Roule et celle du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-des-Nations. Donc là qui démarre ces semaines-ci et qui seront suivies à partir de l'année prochaine. Donc de la restauration du clocher et du bras nord du transept de l'église Saint-Gervais, c'est celle que vous avez en photo. De la stabilisation, puis dans un deuxième temps de la restauration des maçonneries de l'église Notre-Dame de Lorette, la restauration des toitures de l'église Saint-Vincent de Paul dans le 10e et celle de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le 11e arrondissement. Donc voilà, là on va avoir des démarrages de travaux qui vont s'enchaîner et s'échelonner jusqu'en mi-2019 et qui vont être suivis fin d'année 2019, début d'année 2020, de nouvelles opérations dont les études sont en cours. La restauration des façades sud des chapelles de l'église Saint-Nicolas-des-Champs dans le 3e, c'est la photo, là vous voyez la nacelle sur le portail Tribunal Philibert de l'Orne. L'église des Billettes, donc avec la façade principale sur la rue des Archives qui sera restaurée. Le pronaos de l'église de la Madeleine, le massif d'entrée donc de la Trinité dont on parlait tout à l'heure, la restauration des toitures de l'église Saint-Martin-des-Champs, la restauration des coupoles de l'église Saint-Esprit, la consolidation de l'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles. Là, c'est une opération technique très complexe qui va coûter très cher et durer très longtemps. La flèche du clocher de Saint-Pierre-de-Montrouge que vous avez en photo et la tranche expérimentale de restauration des maçonneries de l'église Saint-Jean-de-Montmartre qui, si elle est concluante, se suivra d'une restauration complète des façades. Et puis s'il y a des maîtres d'œuvre dans la salle, deux opérations pour lesquelles les consultations vont être publiées prochainement. Le péristyle de l'église Saint-Eustache et la restauration du massif d'entrée avec la création d'une accessibilité PMR de l'église Notre-Dame de la Garde dans le 13e. Cette opération, elle a un financement qui est un petit peu particulier puisqu'elle est passée en fait au budget participatif de la ville. Donc vous savez que tous les ans, vous pouvez proposer des travaux, des opérations qui sont soumises après sélection au vote de l'ensemble des Parisiens. Et donc cette opération, qui a quand même un budget de plus d'1,5 million, a été retenue dans le 13e. Donc on va pouvoir la faire grâce à ce budget participatif. Alors pour la Coarc, déjà dans l'année 2018-2019, nous avons 17 églises à récoller, puisqu'il y a eu 17 changements de curé dans les paroisses, donc c'est un chiffre assez considérable pour nous. Les restaurations en cours, bon, c'est évidemment pas exhaustif, mais c'est quelques exemples. Donc vous l'avez vu, on continue les peintures de la nef de l'église Saint-Germain-des-Prés, quand je dis les peintures, les décors muraux. On continue les vitraux du Charnier de Saint-Étienne-du-Mont, le tableau des Arméniens. On restaure également en ce moment un tableau de Tintoret qui provenait de l'ancienne église Saint-Honoré-des-Laux. Et puis les nouveaux chantiers à venir, eh bien, une fois que nous aurons terminé la nef de Saint-Germain-des-Prés, il y aura la tranche suivante qui est celle des bas-côtés. Les bas-côtés comprenant à la fois des décors en peinture murale, mais aussi des grands tableaux qui sont accrochés, qui vont être décrochés pour être restaurés. Nous sommes également, enfin ça c'est plutôt une opération en cours, la restauration de la crypte de l'église Saint-Joseph des Carmes. Il y a une grande sculpture dedans, il y a une maquette qui a été reprise. Il va y avoir une opération de conservation préventive sur l'ossuaire et la reprise des peintures murales, mais qui sont des peintures purement unies, décoratives, un petit peu anciennes, mais pas avec de scènes historiées. Les tableaux de l'église des Arméniens, nous devrions arriver à entreprendre aussi le ciborium et l'antépendium de l'église Saint-Michel des Batignolles. Un magnifique devant d'autel en broderie de perles du XVIIIe siècle de l'église Saint-Eustache. Le revers de la façade de l'église Saint-Eustache qui, lui, a été voté au budget participatif.
tout comme ont été votés cette année au budget participatif les peintures murales de la chapelle des baptêmes de l'église Saint-Clotilde, les peintures murales de l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou, les peintures murales, c'est-à-dire la voûte du chœur en fait, de l'église Notre-Dame-des-Champs, 2 sculptures du transept de l'église Saint-Sulpice, tout ça c'est au budget participatif. Et puis nous commençons le 6 novembre, je vous ai mis un petit bout, magnifique restauration de peinture murale de la salle Saint-Vincent-de-Paul du temple du Marais du XVIIe siècle, dans laquelle les peintures avaient été recouvertes par une épaisse couche d'enduit. Donc comme vous le voyez, ça va être une véritable redécouverte de ces très belles peintures. Et puis nous avons aussi en projet la restauration d'un très beau tableau de l'église Saint-Méry, la lapidation de Saint-Pierre, un tableau, une huile sur bois, école de Fontainebleau, la plupart de ces œuvres bien sûr étant classées monuments historiques. Voilà, donc quand il nous reste un peu de temps, on essaie de valoriser tout ce travail. Donc là, vous avez quelques exemples de ce qui peut être d'ateliers, de démonstrations qui peuvent être proposés pour les enfants, donc soit dans le cadre de la journée du patrimoine, soit dans le cadre de chantiers. On essaie de faire ça, surtout quand on a des écoles à proximité de nos opérations. La maquette tactile de la tour Saint-Jacques qui avait été réalisée pour que les personnes malvoyantes puissent avoir une idée de ce qu'est cette tour depuis qu'elle est réouverte aux visites. Donc je vous invite à aller voir cette maquette sur le stand de la ville qui est juste en face de vous quand vous sortez de la salle de conférence. Et de la même façon, alors maintenant on avance dans les techniques. Donc Iconem a réalisé pour la ville la numérisation du massif d'entrée de la Trinité. Donc je vous disais, ça va être une opération longue. Donc le massif il disparaît sous les échafaudages et les bâches durant de nombreuses années. Donc c'est une façon pour nous de permettre au public de continuer à profiter, à bénéficier de cette architecture. Donc ça, au départ, l'idée était plutôt scientifique, c'était d'essayer de voir à partir de ce relevé certaines pathologies. C'est une logique qui a une certaine limite puisque en fait on découvre énormément de choses une fois l'échafaudage monté. En revanche, ça a un autre avantage, c'est de faire de la médiation et de permettre donc au public de naviguer un petit peu et de se balader, de se survoler même ce massif d'entrée. Donc là vous avez un flash code qui est également sur la palissade de l'échafaudage et qui permet donc d'aller bouger dans ce modèle 3D. Ce que vous pouvez également faire sur le stand de la ville si vous y allez. Alors la valorisation, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, cette année, nous avons pu accueillir quelques groupes sur les échafaudages, ce qui était de manière très limitée, parce que c'était une opération assez complexe à monter. Mais voilà, vous avez ici une vue du chœur, vue depuis le haut de l'échafaudage lorsqu'on y est aujourd'hui. Et puis sinon, il va rouvrir là, début novembre, la nouvelle galerie des sculptures au musée du Petit Palais, pour laquelle la Coarc a déposé 29 sculptures de ses réserves d'Ivry, 29 modèles qui justement ne pouvaient pas être mis en extérieur et qui vont ainsi être mis à la disposition du public. Donc vous avez la galerie de sculptures telle qu'elle était au tout début du siècle. Voilà, quelques sculptures qui commencent à être installées en bas à droite et avec le grand plâtre de Maria de Rheims, avant restauration dans la réserve et après restauration déjà installée au musée du Petit Palais. Alors, je voulais rappeler donc ce qu'était rapidement le récollement, qui est une grande partie de nos activités. Nous avons donc pour chaque bien mobilier des fiches d'inventaire. Et petit à petit, nous sommes en train de passer de la fiche carton, évidemment, à la base de données, ce qui implique à la fois de numériser les fiches et de rentrer toutes les données sur ordinateur. Tout ça et de documenter les œuvres, c'est l'occasion. Ensuite, on va sur place où les œuvres sont photographiées, prises numériques en couleur, etc. Les techniques changent tout le temps, donc il faut toujours recommencer. Les œuvres sont mesurées. Et ensuite, on va pouvoir faire la conformité, c'est-à-dire voir que si les informations que nous avons récoltées sur place au sein de l'église correspondent bien à ce qu'on a sur la fiche d'inventaire. Voilà. Et puis, il va y avoir émission d'un PV de récollement. Tous ces récollements se faisant avec la commission d'art sacré du diocèse de Paris, puisqu'évidemment, dans une église, il y a des biens mobiliers qui appartiennent à la ville et des biens mobiliers qui appartiennent au diocèse. Donc, nous travaillons ensemble. C'est quelque chose de très important.
Et puis ensuite, ce PV est également retranscrit au monument historique, à la DRAC, pour la vérification de tous les objets qui sont classés ou inscrits, voir là encore si les informations qu'il y a dans leur base correspondent bien aux informations que nous avons recueillies. Alors ça, c'était une petite... voilà, pour vous montrer le cas du récollement, quelques petites images d'un chapier. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un chapier. Un chapier est un meuble très particulier qui sert à installer les chapes, donc en partie les vêtements liturgiques. Ce sont des immenses tiroirs qui pivotent sur eux-mêmes, qui sont en forme de demi-cercle. Donc vous voyez ici la prise, c'est pour vous montrer que c'est très physique, le récollement, vous voyez, on fait beaucoup de gymnastique. La prise des mesures pour l'installation d'une toile voilà, propre et décatie, un coton qui va protéger un petit peu les vêtements. L'aspiration des vêtements. Voilà, une chape installée dans son tiroir. Voilà, et puis, voilà, c'est pour vous montrer, vous voyez, on est obligé d'avoir un pilier qui soutient le tiroir à droite. Et c'est vraiment un demi-cercle qui pivote dans le mur. Alors là, est-ce que ça va marcher mieux que toi? J'avais mis petit... Ah oui. Voilà, c'est comment on referme un tiroir. Vous voyez, ça rentre. Bon, sauf que là, vous voyez, au bout d'un moment, il se bloque. Comme toujours. Donc voilà, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à fermer le tiroir. Mais ça, c'est les petits aléas du récollement. Donc en conclusion, voilà, nous, on est là pour vous redire que les œuvres ont leur temporalité, donc la restauration, toutes ces opérations ont leur temporalité aussi. Il faut le comprendre et il faut le respecter. Tous les objets sont porteurs de messages et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand la matière s'altère, eh bien, nous savons que le message peut disparaître. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour conserver la matière, mais aussi le message porté par la matière. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre d'objets et d'édifices cultuels où nous devons respecter ces valeurs, quel que soit le culte. Et donc, nous savons comment on restaure, mais la question que nous nous posons au quotidien dans notre travail, c'est pourquoi restaure-t-on toutes ces œuvres et dans quel but et par quels moyens, dans quelle finalité, avec quelle déontologie. Et c'est ce qui rend voilà, le quotidien de nos missions intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Alors, allez-y. Dans l'ordre, par monsieur peut-être. Il va faire un... Est-ce que les temples, les synagogues ont été visés par la loi de 1905 et sinon, comment la ville s'en est-elle rendue propriétaire? Non, on est dans le même cadre de la loi de 1905. Alors bon, après je ne suis pas historien et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais les catholiques ont eu une position qui était un petit peu différente de celle des protestants et des juifs, et on se retrouve dans la situation aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'églises que de temples ou de synagogues. Mais pour nous, les deux synagogues, les neuf temples protestants sont exactement, on les traite exactement dans le même cadre que les églises dans cadre de la loi de 1905 et de la réglementation qui s'en est suivie les années d'après. Ensuite, madame. Oui, dans le résumé, on cite Évora. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Évora. La ville d'Évora au Portugal. Non, je ne pense pas que vous êtes dans le bon résumé. Je suis dans le bon. Oui. Ah, d'accord. Bon, Ah bon? On n'y est pour rien. Ah d'accord, on n'y est pour rien. Ah, ils arrivent. C'est les suivants. Dans vos 96 édifices et vos 80 millions de budget, vous avez signalé un élévateur donc dans le cadre des normes ADA. Ça signifie que toutes les autres églises sont aux normes ADA? Non. Alors, l'accessibilité, c'est un sujet très complexe sur un édifice historique. Non, alors, et je peux vous dire, je pense qu'on n'aura jamais une église totalement accessible à tous les handicaps.
Ça, il faut être clair. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe avec les moyens qu'on nous attribue, c'est dans le cadre de ces opérations qui sont des opérations importantes, on regarde comment les mettre en conformité le plus possible avec la réglementation sur le handicap. Donc parfois, c'est assez simple, on peut retravailler un tout petit peu la pente, on peut asservir une porte. Bon. Et parfois, c'est extrêmement compliqué et on ne trouve pas tellement de solutions. Alors là, dans le cas que vous citez, c'est l'église Notre-Dame de la Gare qui est en plus le niveau de la nef est beaucoup plus haut que le niveau du sol extérieur. On a un emmarchement de plus de 10 ou 12 marches. Donc la solution préconisée pour le moment par les architectes qui ont travaillé sur le sujet, c'est de créer un élévateur. Bon, c'est pas tout, enfin, il n'y a pas de solution systématique, il faut regarder au cas par cas ce qu'on peut faire, comment on peut l'intégrer dans l'édifice, et parfois dire on a tout regardé, on ne peut pas, et demander une dérogation, parce que ça peut arriver qu'on ne trouve pas de bonne solution. Alors le budget pour l'accessibilité, il est en dehors de ces 80 millions. Il ne figure pas là, il serait phénoménal s'il fallait... Oui, Saint-Gervais, on est propriétaire de celui qui est sur le clocher actuellement, oui, qui a été mis en place pour des questions de sécurité, puisque là encore des pierres du haut du clocher sont tombées. En fait, bon, il y a un équilibre financier qui dit qu'à peu près au bout de 3 ans, c'est plus économique d'acheter que de louer un échafaudage. Bon, là encore, ça dépend, il n'y a pas que ce facteur-là à prendre en compte, hein, ça dépend de l'édifice, de l'opération. Voilà, mais quand on sait que ça va durer, c'est plus avantageux de se porter acquéreur de l'échafaudage. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci.